Voyons à présent les notions de vitesse. Donc on distingue deux types de vitesse, la vitesse scalaire moyenne et la vitesse moyenne. Donc la vitesse scalaire moyenne nous donne un scalaire et la vitesse moyenne correspond à un vecteur. Donc la vitesse scalaire moyenne est tout simplement donnée par la distance parcourue divisée par l'intervalle de temps. Donc ici on verra que la distance s'exprime en mètres et le temps s'exprime toujours en secondes. La vitesse moyenne quant à elle est donnée par le déplacement divisé par l'intervalle de temps. Une fois de plus, le déplacement s'exprime en mètres et l'intervalle de temps est exprimé en secondes. Donc je vais abréger. On aura ici VSM qui correspond à la vitesse scalaire moyenne, qui est donnée par la distance parcourue, que je vais appeler D, divisé par l'intervalle de temps delta T. Et ici, la vitesse moyenne, VM, donnée par le déplacement, delta X, selon un certain vecteur. On ne sait pas, ça peut être I, ça peut être J, il peut y avoir également une composante en I et en J. Donc je vais juste mettre ici le vecteur n, qui est une direction quelconque, divisé par l'intervalle de temps delta t. Donc ici vous remarquez que j'ai mis delta x et delta t, et ici delta t. Delta x correspond à une variation de position, c'est-à-dire la position finale, delta f, moins la position initiale, delta i. Également delta t correspond à une variation de temps, c'est-à-dire le temps final moins le temps initial, ti. Si je m'imagine ici que j'ai un objet sur cette ligne horizontale, et qu'ici on a la direction du vecteur unitaire i, et que l'objet part de 5 mètres ici, et s'arrête en 15 mètres, et qui parcourt cette distance-là, disons que à 5 mètres ici, le temps initial est égal à 2 secondes, donc il part à t est égal à 2 secondes de ce point-là, et arrive en 15 ici, à t est égal à 12 secondes. Donc on va commencer par chercher sa vitesse scalaire moyenne, puis sa vitesse moyenne. Donc la vitesse scalaire moyenne, on a dit que ça correspond au déplacement sur la variation de temps. Donc pour trouver le déplacement de l'objet ici, il faut voir quelle sera la distance totale parcourue par l'objet. Donc la distance totale parcourue par l'objet ici, on voit que c'est cette distance-là. Donc ici, cette distance-là nous donne 15 moins 5 mètres. Donc par rapport à la variation de temps, on voit que l'objet ici part à t initial qui est égal à 2 secondes et arrive à t final est égal à 12 secondes. Donc on sait que delta t est égal à 12 moins 2, le tout en secondes. Donc ça nous donne encore 10 secondes. Ça veut dire ici que on obtient 10 secondes. Ici c'est des mètres. Donc notre vitesse scalaire moyenne sera donnée par 15 moins 5 qui nous donne 10 mètres sur 10 secondes. Donc on obtient 1 mètre par seconde. Pour ce qui en est de la vitesse moyenne à présent, on voit que la vitesse moyenne, ici on indique que c'est un vecteur, correspond à la variation de la position delta x sur la variation du temps. Donc déjà, la variation de position, ce sera 15 moins 5 ici, 15 moins 5, et ce sont des mètres. Et la variation de temps, on l'a déjà trouvé, elle correspond à 10 secondes. Donc sur 10 secondes. Donc ici on obtient une fois de plus 1 mètre par seconde. Mais la différence ici sera quoi? C'est que notre vecteur est orienté dans la direction des z. Donc on aura ici 1 mètre par seconde dans la direction des z. Donc ici ce qui se passe, on a la chance que en fait, la vitesse scalaire moyenne et la vitesse moyenne a la même norme. Mais il se peut qu'il n'ait pas la même norme. Donc si l'objet était parti jusqu'à ce point et que arrivé à ce point, il avait fait un demi-tour pour revenir et s'arrêter à une position ici, on verra que la distance parcourue serait tout ce trajet-là qui est effectué, mais que le déplacement aurait correspondu juste à la position finale ici, moins la position initiale ici. Donc c'est deux cas auxquels il faut faire très attention. Si on a une auto qui se déplace à une certaine vitesse sur l'autoroute, et que cette auto-là a des accélérations, donc sa vitesse va augmenter de temps en temps, ou sa vitesse va diminuer de temps en temps, on est capable à un temps t donné de connaître sa vitesse. Et cette vitesse-là va nous être donnée par le compteur de vitesse de l'automobile. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour calculer justement cette vitesse instantanée? Donc la vitesse instantanée, que j'appelle VI, sera donnée par la limite lorsque la variation de temps tend vers 0 de la variation de la position sur la variation de temps. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la vitesse correspond à une limite lorsque l'intervalle de temps
est très très court. Enregistrer la vitesse instantanée revient encore à considérer la vitesse du corps sur un intervalle de temps qui est très petit. Donc c'est-à-dire qu'on évaluerait peut-être la vitesse en t est égal à 0 et t est égal à 0,0000001. Et cette vitesse-là correspond à notre vitesse instantanée. Donc pour représenter cette limite, en fait, on va utiliser des dérivées. Donc on aura que la vitesse instantanée est égale à la dérivée de la position par rapport au temps. Donc pour bien comprendre ce concept, en fait, il faut regarder un graphe qui représente la variation de la position en fonction du temps. Donc ici, on a la position qui est donnée en mètres, et ici, le temps. Donc plus le temps augmente ici, et plus la position augmente. Mais la variation ne se fait pas de façon linéaire. C'est-à-dire ici qu'on ne parcourt pas une même distance sur un même intervalle de temps. Donc dans certains endroits ici, la position augmente de façon fulgurante, alors qu'ici, la distance qu'on parcourt est assez constante. Donc on sait que la vitesse moyenne correspond à la variation de la position par rapport au temps. Donc si on considère ici la vitesse entre t initial ici et un temps final ici, pour calculer cette vitesse-là, il faudra qu'on connaisse également les positions en ce temps initial-là, donc xi, et en ce temps final, xf. Donc cette portion correspond à delta x, et cette portion correspond à delta t. Donc si on considère encore un intervalle qui est beaucoup plus court, donc disons qu'on prend un temps initial ti' et un deuxième temps qui est le temps final ici, tf'. Une fois de plus, pour trouver la vitesse, il nous faut également connaître la variation de la position. Donc on aura un xi' ici, qui est la position initiale, et un xf' ici, qui est la position finale. Donc si on considère un temps qui est encore une fois plus petit, cette fois, on voit que la variation de temps, ti et tf, est très très petite. Donc entre ti et tf, la variation de temps est très très petite. Et on aura également xi et xf qui ont une variation très très petite également. Donc vous pouvez vous imaginer que lorsqu'on va dans l'infiniment petit, lorsque la distance séparant ti et tf est tellement négligeable que c'est exactement le même point, on aura une position qui pourra être déterminée. Donc c'est par cette approche qu'on peut déterminer la notion de vitesse. Et la vitesse correspondra à quoi ici en fait graphiquement? Et correspondra à la pente en ce point-là. Donc la tangente à la courbe en ces points-là.